Heureux de vous accueillir, soyez bienvenus pour ce nouvel exercice, le grand entretien de la semaine internationale. La règle du jeu reste la même, une grande personnalité sur ce plateau et des collègues, mes collègues de RFI et du Monde qui vont poser des questions. L'invitée aujourd'hui, Madame Nicole Bricq, merci d'être avec nous. Bonjour. Ministre française du Commerce extérieur, sacrée responsabilité, nous allons en parler. Et donc, je conduirai cet entretien avec Bruno Darroux de Radio France Internationale. Et aujourd'hui, nous accueillons également Anne Ewnaud du quotidien Le Monde, notre partenaire de cette émission. Alors, beaucoup de questions à vous poser sur le commerce extérieur français. On pourrait dire qu'il traditionnellement est en difficulté, ne va pas bien, et dans le rouge. Vous voyez, je cherche des métaphores pour signaler effectivement cette difficulté. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots pour nos auditeurs et téléspectateurs? On peut dire ça va mieux, mais ça reste très en difficulté. Un trou aux alentours de 60 milliards d'euros. C'est colossal. Mais quand nous sommes arrivés, c'était 74 milliards, donc ça va plutôt mieux. Ouais. Mais en même temps, nous dépendons bien sûr de l'état de l'économie. Mais le commerce extérieur a sa propre autonomie. Et je pense qu'il faut tout faire pour arriver à l'objectif qui m'a été fixé, c'est-à-dire de revenir à l'équilibre de la balance commerciale hors énergie, parce que je ne suis pas là pour définir les cours du pétrole, notamment. Mais c'est très bien si on engage des grandes politiques d'efficacité énergétique. Il faut qu'on y arrive d'ici 2017. Nous sommes dans la bonne voie et je pense qu'à la fin de l'année, raisonnablement et de manière réaliste, on peut dire qu'on sera descendu sous la barre des 60 milliards de déficit. Bruno Darroux. Alors, tant mieux, on va voir si cet objectif pourra être atteint peu à peu. Une amélioration, donc on le disait à l'instant, mais quelle est selon vous quand même la principale raison qui explique la persistance de ce déficit du commerce extérieur? C'est un problème de compétitivité, les produits français sont encore trop chers par rapport à leurs concurrents? Il y a deux raisons. La première, c'est effectivement que ces pertes de parts de marché constatées depuis 10 ans, petit à petit, hein, c'est le résultat de 10 ans, ça. Parce qu'on a été excédentaire. Oui, en 2002, nous étions excédentaires. Et donc, il n'y a pas de fatalité. Mais il y a effectivement un problème de compétitivité. Certainement des coûts de production élevés. Et en même temps, nous n'avions pas ce qu'on appelle le hors-coût, c'est-à-dire la gamme, le haut de gamme, nous n'avions pas en face. Et surtout, nous avions un mauvais positionnement dans le monde. C'était le moment où tous les grands émergents allaient s'industrialiser. Le Brésil, la Chine, l'Inde, etc. Ça explique, et on avait besoin de beaucoup de biens d'équipement. Et la perte industrielle terrible que nous avons subie et que nous essayons de remonter, notamment Arnaud Montebourg, qui met beaucoup d'énergie à cela, eh bien, fait que effectivement, les Allemands sont excédentaires et nous sommes déficitaires. Mais il y a aussi un problème, je veux bien qu'on en parle, d'organisation de nos forces. Nous sommes très dispersés, nous les Français. C'est pour ça que moi j'ai fixé au commerce extérieur une stratégie claire, priorité à 47 pays, ceux où la croissance est régulière, où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de besoins, et 4 familles de produits et de services. C'est ça, 47 et 4, c'est les deux chiffres qu'il faut retenir. Donc on se concentre sur quelques pays et sur quelques produits, enfin 47, quelques, vous avez raison. Ça fait du monde, j'en ai déjà visité 39, oui. Mais il m'en reste encore. Oui. Hein. Vous disiez nous sommes trop dispersés, mais est-ce que le fait que Laurent Fabius, par exemple, ait fait maintenant de l'axe principal de son action la diplomatie économique, ça ne rajoute pas un élément, un acteur de plus dans cette dispersion des forces? Et le président de la République lui-même d'ailleurs, oui, lorsqu'il se trouve déplace. Ça très bien. C'est un objectif du gouvernement, c'est moi qui le porte, celui de retour à l'équilibre, mais c'est l'objectif de tout le gouvernement. Et je trouve ça formidable que la diplomatie française se déploie. Et il n'y a pas de concurrence. Qu'est-ce que c'est concrètement que cette diplomatie économique? Pourquoi je vous dis que je trouve ça très bien? Parce que je le vois quand je me déplace. Hier, je suis arrivée du Mexique, nous avons une ambassadeur là-bas formidable. Elle est vraiment investie. Et je trouve que cette dynamique des ambassadeurs, elle n'est pas forcément vraie partout. Mais en tout cas, et c'est peut-être parce que c'est une femme, mais je le constate, du reste, je suis allée en Malaisie, en Indonésie, il se trouve que ces 2 femmes
elles font vraiment le travail de la diplomatie économique. Pourquoi ? Parce que la diplomatie du ministère des Affaires étrangères, elle vise aussi la coopération scientifique, la coopération culturelle. Et je me rends compte que c'est très, très important pour des partenariats de long terme. Mais le cœur du métier, il est à Bercy quand même. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui va changer ? Parce que de longue date, il y a dans les ambassades des postes d'affaires économiques, dans toutes les ambassades, donc ça existe déjà. En quoi ce concept de diplomatie économique peut booster, si je comprends bien, la présence des entreprises françaises à l'étranger ? Moi, j'y vois la mobilisation non seulement des services économiques qui dépendent de moi, du Trésor français, mais aussi des ambassadeurs dans toutes leurs activités. Et je l'ai dit, pour moi, la coopération scientifique et culturelle est très importante pour les partenariats de long terme. Et nous avons aussi besoin de soutenir la filière agroalimentaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de besoins, de demandes dans beaucoup de ces pays-là. Et il faut qu'on ait aussi des attachés agricoles dans les ambassades. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir justement avec ce court reportage, cet encadré, comme on dit, de Grégory Fontana, comment se porte cette marque France, quels sont les produits qui marchent à l'exportation. Donc, Grégory Fontana. 3, 2, 1, top. Champion toute catégorie à l'export, l'aéronautique et le spatial. En dépit des nombreux trous d'air liés à la crise, le secteur affiche une santé insolente. Ici, on compte encore en positif avec près de 50 milliards d'euros de contrats signés en 2012. Le nucléaire reste le leader incontesté à l'échelle mondiale dans l'exportation d'équipements et de services, avec un chiffre d'affaires à l'export d'en moyenne 6 milliards d'euros par an. Vitrine de la haute technologie française, ces secteurs récoltent aujourd'hui les fruits d'une politique passée hissée au rang de priorité nationale. L'autre réalité est que les contrats sont aujourd'hui assortis de transferts technologiques. Le savoir-faire, lui aussi, voyage. L'atome, une fierté bien française. S'il fournit près de 80% de l'électricité en France, notre facture énergétique reste très salée. Moins 69 milliards d'euros l'an passé. L'avenir ne s'annonce pas vraiment plus radieux. Ah, le bon vieux terroir et l'industrie agroalimentaire. Plus de 9 milliards d'euros d'excédent en 2012, mais aujourd'hui, la charrue est distancée par le bœuf. La France est passée du 2e au 4e rang mondial en 10 ans en termes d'exportation, avec des PME qui paient l'addition au profit de la grande distribution. Il y a un chiffre que l'on peut pour une fois consommer sans modération, celui des vins et spiritueux. Il se place juste derrière l'aéronautique, 9 milliards et demi d'excédent. Le luxe, notre CV sur papier glacé. Il séduit une population de milliardaires de plus en plus nombreuse. La culture et la French touch ne sont pas en reste, mais là aussi, l'avant-garde a tendance à se conjuguer au passé. Notre talon d'Achille reste le secteur des PME, avec un incroyable paradoxe. Elles sont plus de 3 millions, restent le premier employeur du pays, mais seulement 95 000 d'entre elles se tournent vers l'export. Frilosité des petits patrons ou manque d'une réelle stratégie pour les soutenir? Parlez-en à votre banquier, disait la publicité. Alors, avec un déficit de 67 milliards d'euros, une marque France est-elle suffisante pour retrouver l'équilibre ? La marque France, ça marche. On va prendre un exemple, celui du nucléaire. Vous venez de signer avec Pierre Moscovici notamment donc 2 centrales en Grande-Bretagne sur du nucléaire, alors que la France semble se désengager. En d'autres termes, la question est simple. Est-ce que l'on peut vendre quelque chose qu'on ne construit plus soi-même ? Alors, déjà, je réponds à la première question que vous avez posée, c'est-à-dire la marque France. Et je crois qu'elle n'est pas suffisante, bien sûr, il faut avoir l'offre derrière. Mais sinon, ce serait un emballage qui ne correspondrait pas à la réalité. Mais on y travaille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est essentiel. C'est ça que je voulais dire quand je parlais de mauvaise organisation. Il faut qu'on soit capable de fédérer nos énergies sous une bannière. Moi, je vois comment les autres font. Quand je vais dans un grand salon international, je repère tout de suite les Allemands. Je repère tout de suite les Italiens. Même les Turcs, je les repère maintenant, notamment quand il s'agit d'agroalimentaire. Donc, je pense qu'il faut se fédérer derrière une bannière. Il ne faut pas avoir son drapeau dans sa poche. Il y a des institutions globales. Ils sont trop timides, les Français ? Quand elles sont dirigées par un... Oui, ils sont trop timides. Ils ne croient pas assez en eux-mêmes. Et justement, notre travail à nous, au gouvernement,
et celui du président et celui de tout le monde qui participe à ce gouvernement, c'est d'élargir le champ des possibles et de redonner cette confiance dans nos entreprises et en eux-mêmes pour les Français. Les Français doutent dans une période difficile et justement, nous devons leur dire « mais vous pouvez être excellent, vous pouvez être en haut de l'escalier. C'est pas parce qu'on a perdu quelques points qu'on ne peut pas les rattraper. » Alors, on parlait de perdre quelques points. On a vu que ces dernières années, c'était l'Allemagne qui nous avait distancés. Là, on stabilise les parts de marché, mais il y a un nouvel acteur en Europe qui pourrait nous menacer, c'est l'Espagne, et notamment parce que l'austérité là-bas a fait baisser beaucoup les coûts de production. Comment on répond, nous, Français, à ce nouveau défi qui s'annonce ? On a déployé une stratégie économique, quand même, il faut la rappeler. On a créé la Banque publique d'investissement, et justement, c'est elle qui va, dans son volet international, s'occuper des petites et moyennes entreprises et d'un segment important pour l'exportation, ce qu'on appelle les entreprises intermédiaires. Cette catégorie a été créée en 2008 par Madame Lagarde. Et c'est la catégorie, plus de 250 salariés, et c'est la catégorie qui n'est pas visible, pas assez visible dans notre radar. Qui n'est pas le reflet de l'exportation. Si, justement, celle-là, elle l'est. Elle l'est dans l'exportation, mais ces entreprises, si justement, elle l'est à 90%. Mais ce segment n'est pas parisien. C'est justement celui de nos entreprises industrielles qui sont disséminées dans toute la France. Ce ne sont pas les grandes entreprises phares. Voilà, ce n'est pas le CAC 40 qu'on voit souvent dans les avions, du reste, présidentiels. Ce n'est pas les PME. Pas dans le vôtre d'avion, madame ? Et toutes les deux, si, ça arrive. Vous savez, j'étais au Mexique. Je peux vous dire que j'ai défendu pieds et poings vraiment actifs. J'ai défendu Alcatel. Parce que Alcatel peut avoir un très gros marché. Le Mexique est en train de s'ouvrir, veut sortir du monopole. Un mot, et est-ce que la page très Cassez, présent. on rappelle pour les auditeurs et téléspectateurs de RFI et de TV5 Monde, il y a eu l'affaire Cassez, cette jeune Française qui a été emprisonnée, l'année réciproque France-Mexique annulée, bref, un différend fort. Cette page-là est tournée ? Oui, complètement. J'ai été extrêmement bien reçue au Mexique et nous allons accueillir la semaine prochaine le président de la République, des investisseurs mexicains qui peuvent investir en France de la même manière que nos grandes entreprises sont implantées là-bas. C'est le cas d'Alstom, c'est le cas de Gemalto qui est un champion du numérique, de la sécurité numérique par exemple, c'est le cas de Safran. Donc ces fertilisations croisées entre pays sont facteurs de compétitivité à l'export et facteurs d'attractivité pour nos territoires. Dans une seconde, Bruno Darroux vous pose une question. Vous n'avez pas répondu Mais je n'ai pas fini. Mais vous n'avez pas répondu à la question de savoir si on pouvait vendre des centrales nucléaires sans en construire soi-même en France. Alors, vous avez raison. Moi, je dis comme Arnaud Montebourg, la filière nucléaire, c'est une filière d'avenir. Y compris en France. Y compris en France, parce que c'est quand même... Donc on construira des centrales en France, madame. Il faut déjà s'occuper de celles qui existent. On a pris un engagement, vous le connaissez, diminuer la part de nucléaire dans la production d'énergie ramener à 50% dans quelques années. Donc nous y tenons. Ça, c'est un contrat que nous avons passé avec le peuple français. Qu'est-ce que vous répondez aux clients potentiels ? Alors, justement, quand je vais vendre le nucléaire, et pas uniquement au loin, je suis allée en Chine, j'ai visité le chantier de l'EPR, formidable chantier du reste. Alors vous dites, si c'est bien, pourquoi vous n'en voulez pas chez vous ? Et je vais souvent en Pologne, parce que la Pologne veut s'équiper d'énergie nucléaire. Donc, je dis ce que nous faisons. Et je constate que tous les pays, que ce soit en Europe ou ailleurs, ça a été le problème de l'Angleterre, c'est le problème de l'Angleterre, sont en train de revoir leur choix énergétique. Et que l'énergie prend une place très importante, notamment quand on veut soutenir une base industrielle dans son pays. Donc, et fournir de l'énergie quand même relativement pas chère à ses concitoyens. Donc c'est un vrai sujet qui traverse, y compris en Arabie Saoudite. Je vous signale que l'Arabie Saoudite, qui est quand même connue comme un gros fournisseur de pétrole, s'interroge et nous discutons régulièrement, moi-même et Arnaud Montebourg, avec les autorités saoudiennes, elles veulent s'équiper du nucléaire. Donc vous voyez, je dis ce que nous faisons, le choix de notre mix énergétique
qui n'est pas du tout en contradiction avec la capacité que nous avons de vendre des réacteurs. Et je trouve que ce qui s'est passé en Angleterre, qui était quand même depuis longtemps sur le feu, si je puis dire, moi je félicite vraiment l'équipe française. Elle a su se présenter unie, elle a su trouver des partenaires chinois de 2 compagnies chinoises avec lesquelles on travaille localement en Chine. Je trouve que c'est l'exemple presque parfait. Ça butait sur le problème du rachat, du prix, par les autorités britanniques. Le problème a été réglé. Bravo à l'équipe de France du nucléaire. Ils ont suffisamment été divisés dans le passé pour tordre le nez cette fois-ci aujourd'hui. efficacement. Bruno Darroux. Je voulais revenir sur deux problèmes qui ont été abordés dans le sujet qu'on a vu il y a quelques minutes. 1, les transferts de technologie. 2, les PME. Alors, les transferts de technologie, est-ce que c'est le prix à payer pour pouvoir mieux exporter, premièrement? Et deuxièmement, les PME, là aussi, est-ce que c'est pas la faiblesse française en termes d'organisation intégrée, c'est-à-dire entre les entreprises du CAC 40 et les PME qui peuvent être les sous-traitants, etc. On a là un fort déficit d'organisation. Absolument. Alors, sur le transfert de technologie, moi, j'appelle pas ça le prix à payer. C'est une question, Je pense que c'est normal. Ce sont des pays qui veulent s'équiper et qui veulent développer leur propre base productive. Mais à long terme, ça peut être un danger pour notre propre savoir, notre avance dans ce domaine. On bâtit avec ces pays, vous savez, avec un certain nombre de pays, on a des partenariats stratégiques. C'est par exemple le cas de la Chine. Bon, mais il y en a d'autres. Il y a à peu près une trentaine de pays avec lesquels nous avons ces partenariats. Ça veut dire qu'on fait le point régulièrement des projets qui avancent, de ceux qui n'avancent pas et des blocages. Et c'est vrai que quand on implante, qu'on aide, qu'on coopère avec un pays, on transfère la technologie. Non, mais oui, mais le tout, c'est qu'elle soit encadrée. Et il y a des secteurs stratégiques, et le nucléaire en est un. Elle doit être encadrée. Ce n'est pas par hasard que celui qui préside le comité de politique nucléaire, qui se réunit une fois par an, c'est le président de la République, et j'en suis. Celui qui réunit le comité export français du nucléaire, c'est le Premier ministre. C'est parce que c'est stratégique. Et c'est l'État qui fixe les priorités, y compris qu'à tel endroit, on vendra tel type de réacteur. Pas franchir en fonction du pays. Alors, il y a d'autres... mais ce qu'il faut admettre dans le commerce international, c'est qu'un partenaire, un jour, peut devenir un concurrent. Voilà. Ça peut être le cas dans l'aéronautique, par exemple, si je prends l'exemple de la Chine. Donc, il faut l'admettre, et là, il faut toujours avoir une avance technologique, d'où la recherche, d'où la baisse des coûts de production, d'où la politique qu'on a mis en œuvre avec le crédit d'impôt compétitivité emploi pour abaisser les coûts de production et du travail, et en même temps les 6 milliards que la nation consent à l'industrie pour le crédit impôt. Et sur les PME, vous n'avez pas répondu sur les PME. Dans une minute, oui, nous avons donc un flash d'information. Vous répondez à cette question en quelques instants. C'est la mienne, celle-là. Allez-y. Alors, je l'ai dit, il faut appuyer sur ce qui marche, c'est-à-dire toutes ces entreprises intermédiaires, et il faut leur fournir des fonds propres. Parce que pour être à l'exportation et pour être à l'international, il faut être solide dans son capital. Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entreprises françaises. Elles sont fragiles parce que leur capital est fragile. Il faut savoir que l'essentiel du commerce extérieur est fait par les PME et les ETI. Et ce sont souvent des entreprises à caractère familial. Parfait. On reprend l'entretien dans un instant. Avant cela, le point d'actualité.
Retour après cette page d'actualité, retour à International, l'émission TV5 Monde, Radio France Internationale et le quotidien Français Le Monde. Nous recevons aujourd'hui Madame Nicole Bricq, ministre française du Commerce extérieur. Beaucoup de questions encore à vous poser, avec notamment dans un instant Anne Ewnaud qui vous parlera de l'euro est-il trop fort. Mais tout d'abord, vous vouliez parler, Bruno Darroux, des entreprises de taille intermédiaire. Oui, Madame Bricq, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, il y a aussi donc des ETI, comme on dit, françaises qui marchent, puisque vous venez de féliciter l'entreprise Vernier, spécialisée dans les énergies renouvelables. Et donc, cette entreprise a été retenue par les autorités éthiopiennes pour équiper le site d'Achegoda. C'est la première centrale éolienne implantée en Afrique subsaharienne. Et si je comprends bien, c'est le plus grand site éolien d'Afrique. Ça, c'est une belle réussite. Ah oui, et j'aurai l'occasion de m'en rendre compte puisque je dois aller en Éthiopie, je crois, avant la fin de l'année, au mois de décembre, puisque ça fait partie justement du déploiement de la France en Afrique subsaharienne. Je suis déjà allée au Kenya, j'ai accompagné le président de la République en Afrique du Sud, je suis allée au Nigeria, et dans 15 jours, je me rendrai au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dans le domaine des énergies renouvelables, la France a aussi une carte à jouer. On a aussi dans le solaire. Souvent, j'emmène justement des PME innovantes, parce qu'avec des entreprises intermédiaires dans ces secteurs. Et justement, c'est là où il faut qu'on appuie. Parce que cette catégorie qui est quand même la plus nombreuse en France, qui est dans l'industrie, n'est pas assez portée. Et c'est justement le travail de la Banque publique d'investissement, c'est mon travail de les emmener avec moi. Et moi, je pars toujours avec une vingtaine d'entreprises. Au Mexique, j'avais choisi la priorité d'emmener avec moi des PME innovantes dans le domaine du numérique, parce que c'est un secteur extrêmement porteur, et notamment en Afrique subsaharienne, où ils ont 90% d'utilisateurs du téléphone mobile. Donc il y a un marché énorme dans le numérique, et nous savons que la numérisation de l'économie va être la révolution. En Afrique subsaharienne, la révolution parce qu'on sait qu'il va y avoir un saut technologique très important voilà. dans ces zones. Et c'est le cas au Mexique, où justement ils veulent équiper tout le territoire de l'Internet très haut débit. Et c'est pour ça qu'Alcatel, je l'ai beaucoup soutenu auprès des autorités pour la positionner. Anne, on parle de l'euro ? Oui, est-ce que nos exportateurs ne souffrent pas en ce moment de cet euro très fort qui s'est apprécié de 15% depuis un an ? Absolument. Bon, cela étant, il y a un an, on pleurait sur le fait que l'euro était mort. Bon, oui, on n'est jamais content du niveau de l'euro. Moi, ce que je reçois, c'est quand même que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les investisseurs s'intéressent à la zone euro. Oui, mais ça pourrait un peu étouffer dans l'œuf. C'est vrai que ça a des inconvénients. Vous avez raison. Pour les entreprises, pour une raison simple, c'est que ça renchérit le coût de leur garantie et de leur crédit. Donc, c'est vrai que celles qui exportent, et notamment avec dollar-euro, c'est un sujet. Est-ce que vous, c'est pas par hasard que, Airbus va s'implanter aux États-Unis, en Alabama. C'est aussi une des raisons, c'est pas la seule. Alors, est-ce que vous, comme Arnaud Montebourg, vous demandez à la BCE d'ajuster ses taux pour faire baisser l'euro ? La Banque centrale européenne. Il faut regarder aussi ce qui se passe par rapport au dollar. Bon, j'ai bien vu que la Fed continuait à avoir une politique très accommodante, puisque la reprise aux États-Unis n'était pas suffisante. Ils avaient prévu, je crois, d'avoir 180 000 emplois. Ils n'en ont que 120 000. Donc, elle continue à avoir sa politique accommodante. Ça a un effet, évidemment, sur le dollar qui est plus faible. Mais donc, est-ce que la Banque centrale européenne doit baisser ses taux ? Non. Moi, je considère que la Banque centrale européenne, franchement, quand on a été en grande difficulté à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, elle a fait le job. Elle a vraiment fait son travail. Merci à elle. Ça ne l'a pas empêché de sortir des conventions, des traités. Elle l'a fait. Donc, ne lui reprochons pas ce qu'elle ne peut pas donner. Et je sais que Mario Draghi est quand même... parce que maintenant, il y a quand même une nouveauté à la Banque centrale. On sait qu'ils ne sont pas tous d'accord. Il y a quelque chose. Non, mais c'est vrai. Le colosse, la tour de Babel, bon, on sait à peu près, appelez le Fort Knox comme vous voulez, on sait à peu près que quelquefois, il y a des majorités, des minorités. Donc, elle fait son travail. Je crois que
pour revenir au cours de la monnaie, c'est un vrai sujet. François Hollande le porte régulièrement lors des G20. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. On a un problème de compétitivité et c'est notre travail, nous, en France, de faire en sorte que nos entreprises soient plus compétitives. Et on s'y en tient. Justement, c'était un peu ma question, parce que c'est un argument qui est très souvent utilisé en France. Ce niveau de l'euro, il s'applique aussi à l'Espagne, à l'Allemagne. Ça n'empêche pas l'Allemagne de continuer à exporter avoir des excédents, des excédents, et ils ont le même niveau de l'euro. Donc, est-ce que c'est pas souvent une excuse française pour dire on ne peut pas exporter? Je viens de vous dire en réponse que ça ne doit pas être une excuse, parce que il y a un élément supplémentaire à ce que vous dites, c'est que on fait quand même 40% de notre commerce extérieur. Non, on en fait, nous, 60% avec l'Union européenne et 40% dans la zone euro. Alors donc, ça ne peut pas être une excuse. C'est pour ça qu'il faut vraiment réarmer notre tissu productif. C'est notre travail au niveau du pôle économique de Bercy. Alors, madame, dans votre travail, il y a beaucoup de rencontres, de négociations, de discussions, des accords de libre-échange, etc. Théoriquement, il faut de la confidentialité. Lorsque vous savez que vous avez peut-être vous-même été écouté par les Américains, par la NSA, etc., vous vous attendiez, vous dites, on le sait bien, ou vous êtes très en colère, ou vous allez feindre devant nous d'être en colère. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être en colère, d'être choqué, etc. On vous le demande. Bon, on sait très bien que l'intelligence économique, ça existe. Ça existe. On le sait. Le tout, c'est qu'on soit les meilleurs. Eh oui, il faut être à armes égales. Le tout, c'est pas c'est ça. Vous avez, vous, des informations privilégiées? Moi, je ne pousse pas des cris d'orfraie. Ça sert à quoi? Il faut agir. Et c'est pas par hasard que j'avais demandé, c'est passé un peu inaperçu, ça me permet d'en remettre une couche, j'avais demandé très tôt, quand je suis arrivée à Bercy, un rapport à Madame Claude Revel concernant l'intelligence économique, notamment au travers d'un gros sujet, les normes. Parce qu'en matière commerciale, celui qui fixe la norme internationale, c'est celui qui fixe les règles du commerce mondial. Bon. Donc nous sommes trop peu présents. Elle m'a remis un rapport en janvier. Depuis lors, le Premier ministre a pris l'affaire au sérieux et Mme Revel a été nommée Qu'est-ce qui va changer, madame? Qu'est-ce qui change? On continue à s'écouter comme avant, madame? On continue à s'écouter comme avant? Alors, ce que je veux dire, c'est que avec nos alliés américains, puisque nous engageons avec eux une négociation si on est alliés, on s'écoute pas, madame. Commerce, eh bien, voilà. Il faut que la confiance soit au rendez-vous. Et elle n'y est pas. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un, quand vous négociez avec quelqu'un, il vaut mieux quand même que on soit effectivement et nous, à armes égales. On est parfaitement blanc dans cette affaire, nous n'espionnons pas. J'espère bien qu'on se défend. Non, mais moi, je vous pose la question. J'espère bien que je vous parle de l'intelligence économique, qu'on sait quand même ce qui se passe chez les autres. Et, ça veut dire quoi, ça? Vous avez vu des informations, madame, sur... Je n'ai pas d'informations, mais je trouve qu'un grand pays comme la France doit aussi avoir son outil concernant... C'est pour ça que je vous parle de l'intelligence économique. Oui. Non, mais c'est ça, les Américains se sont fait prendre un peu on n'est pas dépourvus en la quoi. matière. Ce n'est pas la peine d'agiter des peurs qui n'existent pas. Quand il y a eu ces révélations, je vous rappelle que c'est quand même depuis le mois de juin qu'on le sait, tout de suite, il y a eu à la fois un groupe de travail Europe-États-Unis, ça s'appelle le Safe Harbor. Il y a ce travail qui est mené. Et puis, moi, j'encourage beaucoup les chefs d'État à mettre sur la table, et le Parlement s'en préoccupe, la modification du règlement de l'Union européenne concernant la protection des données personnelles. Ça, c'est un sujet extrêmement important, on y est très attaché. Donc, ça veut dire que le règlement européen que la Commission a proposé, qui a été voté par la Commission compétente au Parlement européen, qui doit venir en session plénière très bientôt, qui complète l'arsenal que nous avions déjà, et la révélation de cette affaire montre que ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que tout transfert de données de tout ce qui est des données personnelles doit être mieux encadré et le mauvais usage doit être sanctionné. Et quand on va négocier avec les États-Unis, il faut qu'on ait ce règlement dans la poche. Justement, c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que cette affaire et je veux que les chefs d'État soient plus actifs en la matière. Remettre en cause, bloquer, ralentir les discussions en cours sur l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis? De facto, ces négociations sont suspendues. La première série qui a eu lieu en juillet, c'était un petit peu un tour exploratoire. La vraie négociation devait commencer au mois d'octobre. Et les Américains n'ont pas pu venir
pour raison de shutdown. Donc, de facto, elles sont suspendues. Elles devraient reprendre au mois de décembre. Il y a une date, mais je ne sais pas si elle sera honorée par les Américains. Donc, justement, les explications que nous demandons, soit en bilatéral, France, États-Unis et Europe, États-Unis, puisqu'il y a un groupe de travail, ayons-les. Insistons pour les avoir, parce que c'est quand même pas tout à fait normal que tout ce petit monde-là écoute nos ambassadeurs. C'est pas fair play. Mais est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Je repose ma question, est-ce que nous, on ne fait pas la même chose? J'espère qu'on se défend, en tout cas. Bon. Et j'espère qu'on est au courant de ce qui se passe ailleurs. Non, mais vous espérez ou vous savez qu'on se défend? Je préfère dire que j'espère bien qu'on le fait. Ouais, ça me gêne pas. Vous venez de citer l'un de vos collègues de la citadelle Bercy pour nos auditeurs et téléspectateurs. Non, pas Bercy, je parlais de la Banque Centrale Européenne. J'ai bien compris, préalablement. Vous avez cité tout à l'heure votre confrère Montebourg, qui lui est à Bercy, vous ne me démentirez pas, et qui défend ce Made in France avec notamment la marinière, etc. etc. Est-ce que vous diriez qu'il faut des règles, sinon de protectionnisme, du moins de défense par rapport à ces produits français que vous employez de par le monde? En d'autres termes, est-on trop naïf, comme le disent certains, ou faut-il que le marché soit ouvert à tous les vents? Il ne faut pas être naïf, et en même temps, il faut se protéger. Conforter. Moi, je trouve que ce que fait Arnaud Montebourg en aidant les entreprises qui ont fait un choix économique de revenir produire en France ou en Europe, je trouve que c'est extrêmement utile. S'il y a des entreprises qui se rendent compte, elles font des choix, qui se rendent compte que le coût du transport, ça ne va pas, que la qualité n'est pas au rendez-vous, qui sont implantées au loin, veulent revenir en France, que les salaires augmentent, puisque c'est quand même le cas de la Chine. Je trouve très bien ce que fait Arnaud Montebourg, et je pense que le Made in France a toute sa place. Il y a beaucoup d'entreprises qui font leur production manufacturière en France, et il faut les aider. Mais cela étant, la vocation internationale de nos entreprises françaises doit aussi être confortée, et je pense que maintenant, dans beaucoup de pays, c'est le cas quand même des émergents, si vous voulez avoir un accès au marché, il faut vous implanter dans le pays. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Comment vous articulez cette défense du Made in France avec une politique de l'Union européenne qui est d'ouvrir quand même nos marchés? On vient de signer un accord avec le Canada, par exemple. Un accord il n'est pas signé. Il n'est pas signé. Il a été annoncé par le président de la Commission européenne, M. Barroso, qui veut dire « j'ai fait quelque chose de mon mandat ». Mais maintenant, nous allons le regarder. Excusez-moi, ça ne serait pas un peu critique envers M. Barroso, ce que vous dites? Non, au contraire. Mais il a raison de l'annoncer, puisque on est arrivé, la Commission est arrivée à un accord. Maintenant, il faut que chaque État membre qui va donner son avis, et les décisions sont prises à l'unanimité, ça va prendre au moins 2 ans, il faut lire les 1000 pages de l'accord qu'a conclu la Commission européenne avec le Canada. Il y a un aspect qui irrite beaucoup les éleveurs de bovins français, par exemple, parce qu'ils craignent l'arrivée de viande canadienne en masse. À cette inquiétude, vous répondez quoi, vous, ministre du Commerce extérieur? Eh bien, je leur demande de regarder aussi la réalité, mais je comprends leur inquiétude. Surtout dans une filière agroalimentaire qui aujourd'hui est très, très bouleversée en France. Moi, je suis allée avec le président de la République à Cournon d'Auvergne, qui est une cité proche de Clermont-Ferrand, où se tient un grand salon de l'élevage international. Et je sais que c'est un facteur extrêmement important pour l'agroalimentaire, et que nous avons quand même un élevage français qui peut souffrir. Donc il faut s'en occuper, et le président a dit, je crois que c'est à peu près textuellement, je vous le répète, que dans les accords internationaux, notamment d'ouverture, l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement. Et dans l'accord avec le Canada, c'est vrai que le quota que propose la Commission européenne d'arrivée du bœuf canadien en France, non hormoné, je répète, je répète que ça, pour nous, c'est la préférence collective, on n'en veut pas dans nos assiettes, ils le savent, et les Américains aussi qui arrivent derrière. Mais c'est vrai que le quota est augmenté, mais quand on regarde la réalité des faits, je crois que nous avions un quota déjà, et il était en fait très peu utilisé. Mais dans un accord commercial, il faut tout regarder.
il faut aussi regarder comment nos intérêts offensifs sont satisfaits. Et en la matière, c'est vrai que le Canada va s'ouvrir davantage aux produits laitiers, fromagers donc c'est ça que vous dites aux éleveurs bovins, c'est qu'ils vont avoir un nouveau marché. Profite. Donc il faut regarder ça de très près et il faut bien sûr défendre cette filière qui est une filière d'excellence parce que je le sais, je le promeux partout. On oublie qu'elle a des secteurs à très forte valeur ajoutée, c'est notamment toute la génétique française. Nous sommes excellents dans la génétique animale, notamment dans le porc et dans le bœuf. Et ça, c'est de la valeur ajoutée très très haute. Nous avons des chercheurs formidables dans la matière et nous sommes excellents aussi dans la génétique végétale avec des grands groupes internationaux comme l'Imagrin. Madame, je voudrais revenir un instant, vous parler de l'agriculture, sur un thème d'actualité que nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs peuvent voir, le désarroi d'une région qui s'appelle la Bretagne, donc dans l'ouest de la France, parce que son agriculture, disent en tout cas ceux qui sont directement impactés, est concurrencée de façon déloyale, notamment par l'Allemagne ou par d'autres pays qui produisent, j'allais dire, encore moins cher. Alors, est-ce que cette concurrence intra-européenne, qui a des effets assez terribles, on le voit avec sa manifestation extrêmement violente, ses fermetures massives d'emplois, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous leur dites, au-delà de l'explication, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Oui, bien sûr qu'il y a quelque chose à faire. Il y a une directive dire aux Allemands, vous ne respectez pas la règle du jeu, qui s'appelle la directive Bolkestein. Et il y a certainement, de la part de nos amis allemands, une dérivation de cette directive. Ils ne respectent pas la règle du jeu et la règle du jeu, elle n'était pas très bonne au départ, mais là, on voit très bien que l'utilisation quand même des travailleurs... mais on en utilise aussi, nous, dans nos Oui, mais dans attendez, nos sans comparaison. Nous, c'est à hauteur de 10%, alors que les Allemands, c'est à 90%. Et c'est vrai que moi, j'ai visité les abattoirs, vous savez, ça m'est arrivé en Bretagne, enfin, dans toute cette région. Vous savez, en zone rurale, et c'est un travail vraiment très dur, très dur. Et moi, je pense à eux, parce que j'ai vu comment ils travaillaient. J'ai vu, c'est dur. Et pourtant, ils viennent et ils veulent ces emplois. Donc et on ne peut rien dire à l'Allemagne ? Alors, mais on demande la révision de cette directive. Bien sûr que ça fait partie, et j'espère bien que dans la négociation qu'ils ont actuellement, puisqu'il n'y a pas... on attend la coalition SPD, non seulement il y a SPD, la réaffirmation d'un SMIC, ça c'est très important. J'ai l'impression qu'on va y arriver, parce que c'est ça. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un contrat de prestation. Absolument. Donc, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur cette concurrence qui ne sert absolument pas Comment voulez-vous ? Les Bretons, ils ont toujours été dans leur vote européen. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, ils continuent à l'être ? On va avoir une campagne électorale en France, après les municipales. Il faut aussi qu'on les entende et qu'on les soutienne. Mais moi, je les temps, soutiens. Madame Brick, la Bretagne... Mais il y a plein de choses qui marchent en Bretagne. Voilà, il y a plein de choses qui marchent. Y compris dans l'agroalimentaire, je peux vous le dire. Exactement, mais parce que notamment, quand on regarde par rapport aux autres régions françaises, le taux de chômage en Bretagne, franchement, est plutôt bon. Je veux dire, on est autour, je crois, de 9,9. Parce qu'il y a des très belles entreprises. Très loin derrière l'Île-de-France, enfin, beaucoup mieux par rapport à l'Île-de-France, ou la région Nord-Pas-de-Calais, où on est autour de 25% de taux de chômage. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est une région tellement sinistrée ? Non. Il y a beaucoup d'entreprises qui marchent. Nous avons, par exemple, en Bretagne, tout près de Dinan, une entreprise à taille mondiale qui, j'ai découvert ça, j'y suis allée à plusieurs reprises, qui est champion, leader sur un terrain où on n'entend pas forcément, mais par exemple, tout ce qui va avec l'alimentation des animaux domestiques. J'ai appris donc qu'il y a des manières de leur faire manger des produits notamment, par l'odeur, ce sont des suppléments alimentaires qui font que les animaux domestiques, et comme il y a de plus en plus d'animaux domestiques dans le monde, c'est une entreprise florissante. Donc il y en a plein. Il y en a plein qui se battent en Bretagne, et c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est vrai que la situation de l'élevage français est vraiment à prendre en compte, parce que nous avons une caractéristique, c'est le boulot de ce que fait Stéphane. Mais là aussi, nous avons du retard. Nous avons du retard. Les Allemands, par exemple, ils ont des grosses exploitations et ils ont très tôt utilisé la récupération des déchets
issus du végétal ou de l'animal avec la méthanisation. Toutes les grosses exploitations allemandes ont des unités de méthanisation qui leur permettent d'avoir de l'énergie pour eux et même de la vendre dans leur environnement. Il y en a d'autres qui ont même du gaz de schiste, toujours pas? Ah ben non, ça a bon. été décidé, mais ça on pourrait en reparler lors d'une autre émission, j'en ai beaucoup à dire. Vous mais êtes pour, vous êtes contre? Ah non, mais moi, attendez, j'ai pas changé depuis qu'on fasse de l'expérimentation. J'ai pas changé. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait s'occuper du code minier. Parce qu'on a ça vous a coûté un poste de ministre, d'ailleurs. On a un code minier qui est ancestral, qui n'est plus du tout adapté. Bon. Alors, je sais qu'il y a un travail très important que j'avais lancé, qui est mené par Philippe Martin et qui devrait voir le jour. Bon. Et je vous rappelle que dans la déclaration du Premier ministre du nouveau gouvernement qu'il a faite à l'Assemblée, la déclaration de politique générale, la réforme du code minier était en tête de son agenda. Parfait. Si on parle de politique, vous avez simplement cité cela. Comment peut-on être ministre d'un gouvernement, je veux dire, en ayant le moral, en se bagarrant de temps sur le terrain, alors que le président de la République a une impopularité de 77%, du jamais vu sous la Ve République? Parce qu'on est dans une période qui n'a jamais été vue. On est dans une période tourmentée, où les Français doutent. Je crois que le président de la République est celui, dans le système institutionnel actuel, est le référent. Donc c'est lui qui prend... Donc c'est pas grave. Il prend sur lui... Bien sûr que si, c'est ennuyeux. Mais nous savons que nous sommes dans une période difficile. Nous avons mis en place une stratégie économique. Et nous savons, le président l'a dit très tôt, nous serons jugés sur nos résultats. Alors c'est vrai qu'il y a des troubles, c'est normal. La France est un pays qui s'est toujours pensé comme une grande puissance il s'aperçoit que le monde a tourné et qu'il n'a pas toujours été dans le carrousel du monde. Donc il faut soutenir les Français dans leurs efforts et je pense que la politique que nous avons mis en place, elle portera ses fruits. Et il y a un facteur très important. On a beaucoup daubé quand le président de la République a dit qu'il faut inverser la course du chômage avant la fin de l'année. C'est dans les semaines qui viennent, en théorie. On va le faire et on doit le faire. Un coup d'emploi aidé, disent vos critiques. Oui, alors, quand ça va mal, il est bien normal que l'État... non, c'est pas artificiel. Je peux vous dire qu'on a les emplois jeunes de 97. Allez interroger ceux qui en ont bénéficié. Quand dans une famille, il y a un jeune de 24 ans qui retrouve... à qui on remet le pied à l'étrier. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le crédit impôt compétitivité emploi. Il y a les contrats de génération, les emplois d'avenir que nous avons mis en place, ils ont mis du temps à monter. Il y en aura 100 000 à la fin de l'année. Contrat de génération, c'est pas terrible. Oui, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Attendez, le bilan, ça vient de commencer. Attendez. Anne tente de poser une question. Vous parliez de stratégie, de cap, mais finalement, est-ce que la difficulté de ce gouvernement, il n'emporte pas une partie de la responsabilité avec une politique qui part en zig et en zag? On vient de le voir, par exemple, là, sur les histoires d'épargne. La fiscalité d'épargne, on n'a pas eu le temps d'expliquer. Le président, il marche aussi au rythme de la France. La France est un vieux pays qui craque. Il faut l'aider à avoir confiance en lui. Et le président, il dit, enfin je ne veux pas me faire la traductrice, il est assez grand et c'est un bon communicant, sans doute meilleur que moi du reste. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'y suis pas dans les sondages, alors vous voyez, ça me donne une certaine liberté d'expression. Mais je crois vraiment à ce qu'on fait. Et on va s'en sortir. Je le dis aux Français, même s'ils me regardent. Vous parlez au monde entier, là. Vous parlez au monde entier. Mais oui, madame. je dis, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison parce qu'on a des atouts. On a une industrie qu'on est en train de revivifier. On a une main-d'œuvre formidable. Écoutez, la France, moi je le sais, je m'occupe de l'attractivité avec mes collègues Moscovici et Madame, un mot, nous sommes. Non, je peux vous dire que nous sommes les premiers en Europe à accueillir des investissements étrangers dans nos centres de production. Et moi, ça m'intéresse d'avoir des capitaux étrangers, parce que quand ils s'investissent dans l'industrie, j'exporte après. Alors, nous avions encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Merci d'avoir été avec nous au retour donc, du Mexique. Nous vous réinviterons, lorsque vous aurez inversé... en Russie. Voilà, formidable, lorsque vous aurez inversé cette courbe du déficit hors énergie. Vous savez dans combien de temps? J'espère que vous m'inviterez avant 2017. Eh bien, écoutez, si c'est 2017, promis, vous viendrez avant. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur les antennes de Radio France Internationale et de TV5 Monde. Merci, madame. Merci.